La plupart des gens pensent qu'ils montrent leur amour à leur chien. Ils lui achètent des jouets. Ils le nourrissent bien. Ils lui font des câlins quand ça leur convient. Ils disent body son nom avec affection. Et ils pensent sincèrement que leur chien sait, qu'il comprend, qu'il ressent cet amour. Mais voici ce que presque personne ne réalise. Les chiens ne reçoivent pas l'amour de la façon dont nous le donnons. Ils ne fonctionnent pas dans notre registre émotionnel. Ils ne lisent pas les intentions. Ils ne comprennent pas nos gestes symboliques. Ce qu'ils lisent, ce qu'ils ressentent, ce qu'ils enregistrent au plus profond de leur système nerveux, c'est quelque chose de beaucoup plus concret, de beaucoup plus quotidien et de beaucoup plus accessible que tout ce qu'on achète ou qu'on planifie. L'amour, dans le langage de ton chien, se dit en actes précis, en micro-moments répétés, en habitudes qui, additionnées les unes aux autres, construisent quelque chose que ton chien porte en lui comme une certitude. Je suis en sécurité. Je compte. Je suis aimé. Ces 8 choses ne prennent pas de temps. Elles ne coûtent rien. Et une fois que tu les comprends vraiment, une fois que tu vois ce qu'elles produisent dans le cerveau et dans le corps de ton chien, tu ne pourras plus t'en passer. La première chose, apprends à lui parler avec ton corps avant de lui parler avec ta voix. Quand tu rentres chez toi après une longue journée, que fais-tu exactement dans les premières secondes? La plupart des gens posent leurs affaires, regardent leur téléphone, commencent à décompresser mentalement. Et quelque part dans ce flux de gestes automatiques, ils disent colintine quelque chose à leur chien. Un mot, une phrase, peut-être même un câlin distrait. Ton chien, lui, attendait ce moment depuis des heures, et ce qu'il capte dans ces premières secondes n'est pas le mot que tu prononces. C'est l'état que ton corps transporte. Les chiens lisent le langage corporel humain avec une précision que nous sous-estimons profondément. Une étude menée à l'université de Lincoln a montré que les chiens peuvent distinguer des expressions faciales humaines, positives et négatives, et que cette distinction produit des réponses physiologiques mesurables chez l'animal, des changements dans le rythme cardiaque, dans l'orientation du corps, dans le niveau d'activation du système nerveux. Ce que ça signifie concrètement, avant même d'ouvrir la bouche, ton chien a déjà lu ton état intérieur. Il a lu tes épaules, il a lu ta démarche, il a lu la façon dont tu tiens ta mâchoire. Alors, voilà ce que tu peux faire. Avant d'entrer, avant d'ouvrir la porte, prends 5 secondes, expire lentement. Relâche consciemment les tensions de ta journée, pas pour lui faire un spectacle, mais pour vraiment arriver. Pour que ton corps soit là avant que ta main ne tourne la poignée. Parce que pour ton chien, les premières secondes de ton retour sont le moment le plus chargé de sa journée. Et ce que ton corps dit dans ces secondes-là est le message le plus puissant que tu puisses lui envoyer. Il dit « Je suis là, vraiment là. Et être avec toi est quelque chose que je choisis pleinement. » La deuxième chose, laisse-le finir ce qu'il lit. Voilà une scène qui se passe des milliers de fois par jour dans des milliers de foyers. Un chien en promenade s'arrête. Il s'arrête au pied d'un arbre, contre un poteau, sur un carré d'herbe, à l'air banal. Et il renifle. Il renifle longuement, avec concentration, avec une intensité qui peut sembler disproportionnée à l'œil humain. Et son propriétaire, parce qu'il a un programme, parce qu'il est pressé, parce qu'il a déjà vu ce poteau 100 fois, tire doucement sur la laisse. Ce geste, aussi anodin qu'il paraisse, prive ton chien de quelque chose d'essentiel. Le nez du chien n'est pas un accessoire. C'est son organe principal de traitement du monde. Avec ses 200 à 300 millions de récepteurs olfactifs, contre 6 millions chez l'humain, avec la région cérébrale dédiée à l'odorat, qui est proportionnellement 40 fois plus développée que la nôtre, ton chien ne renifle pas un poteau. Il lit un journal complet. Il y trouve l'âge, le sexe, l'état de santé, le niveau de stress, l'heure de passage de chaque animal qui s'est arrêté là avant lui. Une étude publiée dans Applied Animal Behavior Science a mesuré l'impact de la liberté olfactive sur l'état émotionnel des chiens après une promenade. Les résultats ont été sans appel. Les chiens autorisés à explorer librement avec leur nez affichèrent des niveaux significativement plus élevés d'optimisme comportemental dans les heures qui suivaient, comparés aux chiens qui avaient marché la même distance, mais à un rythme imposé. Optimisme. Pas juste moins de stress, plus d'optimisme.
La promenade idéale pour ton chien n'est pas la plus longue, ce n'est pas la plus rapide. C'est celle où il mène avec son nez et où tu suis avec patience. 20 minutes de liberté olfactive font plus pour son équilibre mental qu'une heure de marche rapide où tu décides du rythme. Chaque fois que tu laisses ton chien renifler aussi longtemps qu'il en a besoin, tu lui dis quelque chose dans sa langue. Ton monde compte. Tes besoins comptent. Et je suis là pour toi, pas l'inverse. La troisième chose, réponds à son regard. Il y a un moment qui se produit des dizaines de fois par jour dans ta relation avec ton chien. Un moment si ordinaire que tu ne le remarques probablement plus. Ton chien, de l'autre côté de la pièce, te regarde. Pas pour demander à manger, pas pour sortir, juste pour te regarder. Et toi, dans la grande majorité des cas, tu continues ce que tu faisais. Tu ne lèves pas les yeux, ou tu jettes un coup d'œil distrait et tu repars dans ton occupation. Ce moment, répété chaque jour sans réponse, prive ton chien de quelque chose de biologiquement important. Une étude publiée dans la revue Science en 2015 a mis en évidence un phénomène remarquable. Quand un chien et son propriétaire se regardent dans les yeux de façon mutuelle et volontaire, les deux enregistrent une augmentation significative de l'ocytocine, l'hormone de l'attachement et de la connexion. Et c'est l'initiation du regard par le chien, le fait que ce soit lui qui cherche ton œil en premier, qui déclenche cet échange. En d'autres termes, quand ton chien te regarde depuis l'autre bout de la pièce, il initie un échange biologique réel. Un échange qui, s'il est reçu, renforce le lien entre vous de façon mesurable et produit en lui un état de bien-être et de connexion que rien d'autre ne peut reproduire exactement. Ce n'est pas compliqué. La prochaine fois que tu sens son regard sur toi, lève les yeux, tourne le visage vers lui. Laisse le contact durer quelques secondes. Laisse ton visage être doux. Pas besoin de parler, pas besoin de bouger. Juste être là, disponible, présent dans ce minuscule espace de connexion qu'il a ouvert pour toi. Ton chien ne compte pas les cadeaux qu'il reçoit, mais il compte, quelque part dans sa biologie, combien de fois il a cherché ton regard et l'a trouvé. La quatrième chose, protège son sommeil. Voici une des choses les plus contre-intuitives de cette liste, parce qu'elle te demande de ne rien faire et de résister à une impulsion qui vient d'un endroit d'amour. Ton chien dort, il est là, sur son coussin ou dans le rayon de soleil sur le carrelage, complètement abandonné, pattes qui tressautent, mâchoire relâchée, souffle lent et régulier. Et tu le regardes et tu as envie de t'approcher, de le toucher, de poser ta main sur son flanc, peut-être de l'appeler doucement juste pour voir sa réaction. Résiste. Le sommeil est la forme de vulnérabilité la plus totale qu'un être vivant puisse s'autoriser. Quand un animal dort profondément, ses défenses sont entièrement baissées. Dans la nature, c'est le moment de tous les dangers. Un animal ne peut s'y autoriser que dans un endroit ou auprès d'un être qu'il considère comme absolument sûr. Des chercheurs qui ont utilisé l'électroencéphalogramme pour mesurer la qualité du sommeil des chiens ont découvert quelque chose de significatif. Les chiens qui ont des scores d'attachement élevés avec leur propriétaire passent à plus de temps en sommeil profond, en sommeil à ondes lentes, associé à la récupération physique et au traitement des émotions et des apprentissages. Le lien de confiance avec le propriétaire se traduit directement dans la qualité neurologique du sommeil. Ce que ça signifie, un chien qui dort profondément près de toi te fait un cadeau. Il te montre le niveau de sécurité qu'il ressent en ta présence. Et chaque fois que tu respectes ce sommeil, chaque fois que tu passes à côté de lui sans le déranger, tu lui confirmes que cette confiance est bien placée. Laisse-le dormir. Laisse le cycle se terminer. L'amour n'est pas toujours interaction. Parfois l'amour, c'est protéger le repos de quelqu'un qui s'est autorisé à se laisser aller complètement parce que tu étais là. La cinquième chose, joue avec lui comme si la partie avait des enjeux réels. Quand as-tu vraiment joué avec ton chien pour la dernière fois? Pas lancer une balle en regardant ton téléphone entre deux jets, pas agiter un jouet dans sa direction depuis le canapé. Vraiment jouer, avec ton corps entier dans la partie, avec du mouvement, de l'imprévisibilité, de la présence totale. Il y a une différence immense entre ces deux expériences pour ton chien,
et elle se joue dans son système nerveux. Les chiens portent en eux des pulsions ancestrales héritées de leurs ancêtres chasseurs. La pulsion de chasse, de poursuite, de capture, de dissémination de la proie. Ces pulsions ne disparaissent pas avec la domestication. Elles cherchent à s'exprimer. Et quand elles ne trouvent pas d'expression, elles se déposent sous forme d'agitation, d'anxiété, de comportements destructeurs que beaucoup de propriétaires interprètent comme de la bêtise ou de la mauvaise volonté. Une étude publiée dans le Journal of Veterinary Behavior a montré que les chiens qui ne reçoivent pas suffisamment de stimulation par le jeu interactif présentent des taux significativement plus élevés d'anxiété de séparation, de comportements compulsifs et d'agressivité réactive. Ces chiens ne sont pas mauvais. Ils sont non accomplis. Ce que le vrai jeu apporte à ton chien va bien au-delà de la dépense physique. Il lui donne l'expérience de sa propre compétence. Il lui confirme qu'il est capable. Il active les circuits neurochimiques de la satisfaction et du plaisir. Et surtout, quand tu es pleinement présent dans le jeu, il perçoit quelque chose d'essentiel. Tu es là pour lui, entièrement, sans distraction. Et cette qualité de présence est l'une des choses les plus précieuses que tu puisses lui offrir. Voici à quoi ressemble le vrai jeu. Tu bouges. Tu fais varier le rythme, lent, pause, brusque accélération. Tu laisses ton chien gagner parfois, lui permettant de saisir le jouet et de ressentir la satisfaction de la prise. Tu construis une montée, un pic d'excitation, puis tu guides vers un retour au calme progressif. Ce cycle complet, la montée, le pic, la descente, est pour ton chien ce que sont pour un humain les histoires avec un début, un milieu et une fin. Il nourrit quelque chose de fondamental dans sa façon de comprendre le monde. Et quand c'est toi qui es à l'autre bout de ce rituel, ton chien ne voit pas juste un jeu. Il voit la personne qui comprend ce dont il est fait. La sixième chose, crée un endroit qui lui appartient vraiment. Ton chien a-t-il un endroit dans ta maison qui est incontestablement le sien? Pas un endroit où tu l'envoies quand il dérange. Pas un endroit où tu le mets quand des invités arrivent. Un endroit qu'il a choisi ou que tu as créé pour lui et vers lequel il peut se retirer librement. Sachant que là, personne ne viendra le solliciter, l'appeler, le déranger. Si la réponse est non, ton chien vit peut-être sans quelque chose d'essentiel que peu de propriétaires réalisent. Les chiens sont des animaux sociaux, oui, mais comme tous les animaux sociaux, ils ont aussi besoin de pouvoir se soustraire à la stimulation. La capacité de se retirer, de passer dans un espace calme et prévisible où rien n'est demandé, est une nécessité neurologique, pas une préférence comportementale. Une étude publiée dans la revue Animals a comparé des chiens disposant d'un espace de retrait reconnu et respecté par les membres du foyer à des chiens vivant dans des foyers où un tel espace n'existait pas. Les résultats ont montré que les chiens ayant accès à un espace respecté présentaient des indicateurs de stress chronique significativement plus bas, mesurés notamment par les niveaux de cortisol salivaire. Et le mot-clé dans cette étude est « respecté ». L'espace fonctionne uniquement si les humains du foyer comprennent que quand le chien s'y retire, c'est sacré. On ne l'appelle pas, on ne le suit pas. On ne l'en sort pas pour montrer à des visiteurs à quel point il est mignon. Quand ton chien va dans son espace et que personne ne l'y suit, il reçoit d'un message clair. Mes besoins ont été anticipés. Mon besoin de calme a été prévu et respecté. Je suis dans un foyer où les gens pensent à moi au-delà de mes moments de compagnie. C'est une forme d'amour silencieuse et profonde, et c'est l'une des plus importantes. La septième chose, dis son nom uniquement dans les bons moments. Voici quelque chose que presque tout le monde fait sans y penser, et dont les conséquences s'accumulent sur des mois et des années. Le nom de ton chien est le signal le plus chargé de tout son vocabulaire passif. C'est le mot qui lui dit « toi, maintenant, moi ». C'est une convocation de son attention, de son énergie, de sa présence. Et beaucoup de propriétaires utilisent ce mot dans toutes sortes de contextes. Pour le corriger, pour l'arrêter, pour lui signaler leur mécontentement, pour le rappeler dans un moment où il était en train de faire quelque chose de plaisant, pour des ordres qu'il n'a pas envie d'exécuter. Petit à petit, sans que personne ne s'en rende compte,
le nom commence à porter une charge ambiguë. Et un chien dont le nom a été régulièrement associé à des corrections, des interruptions ou des moments de tension finit par avoir une réponse légèrement moins enthousiaste quand il l'entend. Pas parce qu'il n'obéit plus, mais parce que son système nerveux a appris à être prudent face à ce signal. La règle que les comportementalistes recommandent est simple et transformatrice. Le nom de ton chien devrait être associé à une proportion écrasante d'expériences positives. Quand tu l'appelles et qu'il vient, ce qui suit est toujours bon. Une caresse, une friandise, un moment de jeu, une simple voix chaleureuse. Jamais une correction, jamais une fin de quelque chose d'agréable, jamais une tension. Et dans le quotidien, quand tu dis son nom juste comme ça, sans ordre, juste pour créer un moment de connexion, son regard qui se tourne vers toi devrait toujours trouver quelque chose de doux en retour. Le nom qu'on donne à un être vivant devient l'un des sons les plus importants de sa vie. Fais en sorte que chaque fois qu'il entend le sien, quelque chose en lui sache avec certitude que ce qui vient est bon. La 8e chose. Reste immobile quand il choisit de s'endormir contre toi. Il y a un moment dans la vie avec un chien qui est, si on sait vraiment le voir, l'un des moments les plus extraordinaires dont aucun humain puisse vivre avec un autre être vivant. Ton chien s'approche. Il tourne une fois, peut-être deux, et il se pose contre toi. Contre ta jambe, contre ton flanc, sur tes pieds, peu importe. Son corps cherche le contact avec le tien. Et progressivement, au fil des minutes, tu le sens se relâcher. Sa respiration ralentit. Son poids change sous ta main ou contre ta cuisse. Il s'abandonne. Ce moment n'est pas un moment anodin. Le sommeil est la vulnérabilité absolue. Dans la nature, un animal qui dort est un animal sans défense. Il ne peut choisir de s'y autoriser qu'en présence de quelque chose ou de quelqu'un qui représente pour son cerveau la sécurité totale. Pas la sécurité probable. La sécurité certaine. Quand ton chien choisit de s'endormir en contact physique avec toi, il fait une déclaration que aucun aboiement, aucun comportement, aucune démonstration d'affection ne peut exprimer aussi clairement. Tu es l'endroit le plus sûr que je connaisse. Dans tout ce monde incertain et vaste, et parfois effrayant, c'est ici, contre toi, que mon corps peut enfin tout relâcher. Et ta réponse dans ce moment, le fait de rester immobile, de ne pas le déranger, de sacrifier ton confort et ta liberté de mouvement pour honorer ce qu'il vient de te donner, c'est la réponse la plus éloquente que tu puisses lui faire. Tu lui dis, sans un mot, « J'ai reçu ce que tu m'as donné, et je vais le garder ». Une étude en électroencéphalographie menée sur des chiens endormis a montré que la présence du propriétaire pendant le sommeil était corrélée à des phases plus longues de sommeil profond réparateur et à des indicateurs plus bas d'hypervigilance pendant la nuit. La présence physique du propriétaire n'est pas qu'un confort symbolique. Elle a un effet neurologique réel sur la qualité du repos. Chaque fois que tu restes immobile, pendant qu'il dort contre toi, tu ne fais pas que lui faire plaisir. Tu contribues à sa santé, à sa récupération, à la qualité de son lendemain. C'est de l'amour rendu concret, rendu utile, rendu biologique. Ce que ces 8 choses ont en commun, tu remarqueras peut-être qu'aucune de ces choses ne coûte d'argent. Aucune ne prend beaucoup de temps. Aucune ne demande de formation particulière, de matériel spécial, de planification complexe. Ce qu'elles demandent toutes, c'est de la présence. Une présence qui ne soit pas divisée. Qui ne soit pas en train de faire autre chose en même temps. Qui arrive vraiment dans le moment partagé avec ton chien au lieu de le traverser en pilote automatique. Et c'est peut-être là la révélation centrale de tout ce qu'on vient de parcourir ensemble. Ton chien n'a pas besoin que tu sois un propriétaire parfait. Il n'a pas besoin de jouets hors de prix, de promenades dans les parcs les plus beaux, d'une alimentation étudiée à la calorie près. Tout ça peut être bien, tout ça peut contribuer à sa qualité de vie. Mais ce dont il a besoin fondamentalement, ce que son système nerveux recherche, ce que son cerveau enregistre comme la preuve irréfutable qu'il est aimé, c'est toi. Ta présence réelle. Ton attention non divisée dans les micro-moments du quotidien. La certitude, construite par des milliers de petites preuves accumulées,
que quand il cherche ton regard, il le trouve, que quand il vient vers toi, il est accueilli, que quand il fait confiance, cette confiance est tenue. Ces 8 choses, faites régulièrement, avec conscience et avec la compréhension de ce qu'elles signifient pour lui, construisent quelque chose qu'aucune dépense et qu'aucune déclaration d'amour ne peut construire à leur place. Elles construisent la certitude silencieuse, profonde, ancrée dans le corps, que pour ce chien-là, dans cette maison-là, avec cette personne-là, le monde est fondamentalement sûr. Et un chien qui porte cette certitude en lui est un chien différent, plus calme, plus confiant, plus capable de joie, plus capable de repos, plus lui-même. C'est ça, l'amour dans sa langue. Et maintenant tu sais comment le parler.